Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour un tout nouveau contenu, c'est La Causerie. Quelques jours après cette émission, ce privilège, cette chance inouïe que j'ai eu de faire donc l'émission avec Zach, avec Hugo Guillemet, Sofiane et puis Yanis. C'était ALZ sur Twitch et sur YouTube en replay, la chaîne de Zach, un moment inoubliable, un moment exceptionnel. Parce que pour moi, le microbe du YouTube Game Olympique Lyonnais, faire une telle émission, cette référence pour tout le monde qui aime l'OL, c'est forcément un moment de privilégié. Et rien que pour ça, je le dis encore et encore, merci infiniment à Zach, ses chroniqueurs et son staff pour m'avoir invité et laisser l'occasion de faire une telle émission. Vraiment, c'est un moment inoubliable. Et ça, je voulais en parler avec vous en format un petit peu React pour vous dire mon point de vue à froid sur l'émission, comment je l'ai vécu, mon impression. On évoquera aussi évidemment le mercato estival qui se profile pour l'OL, les différentes rumeurs qui commencent un petit peu à circuler, à se propager. C'est le cas de Lucas Perry que la presse transalpine envoie à la Roma, c'est le cas de Ryan Cherki, et c'est aussi le cas d'un certain Malik Fofana que la presse anglaise annonce potentiellement du côté de Liverpool. Et enfin, on évoquera le cas de la DNCG, ce rendez-vous extrêmement important pour l'OL. John Textor, si tu m'entends, il faut que l'on passe sereinement, s'il te plaît, pour une fois. La DNCG, tout ça on évoquera en fin de vidéo. Avant de commencer les gones, pensez au petit pouce. Ça prend 1 seconde, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et c'est l'un des moyens qui encourage et qui gratifie le créateur de contenu que je suis. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur les sujets évoqués dans la vidéo. Pensez enfin à activer la cloche pour ne rien manquer et vous abonner si vraiment vous aimez, mais vraiment, si vous aimez le contenu sur le 11 lyonnais. Alors pour commencer, donc, petit retour sur l'émission de lundi soir à LZ chez Zach. Un moment que je n'oublierai jamais, parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment chouette, quoi. Un décor professionnel, un plateau télé, une régie, des gens qui bossent en coulisses pour l'émission, avec Zach, avec Yanis, avec Hugo, Sofiane, et aussi je pense à Charlie qui n'était pas là pour l'occasion, mais que j'embrasse chaleureusement. Vraiment, c'était en tout point une super expérience, j'insiste là-dessus. Bien souvent, moi le premier, face caméra, quand on voit une émission de quelqu'un qui crée du contenu, on ne voit que ce qui est visible. Et tout ce qu'il y a derrière, les coulisses, on ne le voit pas, ça n'apparaît pas à l'écran, évidemment. Mais là, moi j'ai vécu de l'intérieur l'émission, et je dois le dire, j'ai été accueilli de manière princière, que dis-je, royale. Vraiment, je pèse le mot, un accueil royal. On m'a dit, Mika, prends ton plaisir, amuse-toi, fais comme chez toi, c'est du fun, parle comme tu le sens, nickel, zéro pression. Et vraiment, j'insiste, mais Zach, il est le même face caméra et sans caméra. C'est le même. Souriant, la banane, jovial, sympa, un gars bien. Yanis pareil, Hugo pareil, So pareil, vraiment des gars bien. Charlie pareil, parce qu'on s'écrit souvent des messages en privé. Vraiment des gars qui sont simples, qui sont humbles et qui m'ont mis à l'aise dès le départ. Alors oui, je ne vous cache pas que moi qui crée des petites vidéos avec humilité et modestie, forcément, quand je débarque à Paris dans un studio pro comme celui-ci, entouré de gens qui sont très connus, plein de caméras, des écrans de télé, jeux de lumière rouge et bleu magnifiques, un staff, des coulisses, forcément, je ne vous le cache pas, ça met un petit peu la pression. Bah ouais, parce que moi, c'est mon petit confort chez moi, comme vous le voyez, c'est mon salon, mon micro, ma caméra, mes lumières. C'est un petit peu en mode, en mode amateur, en mode à la Walligan Beast to Fly. Mais là, j'ai vraiment découvert au plus près ce qu'est le monde pro du streaming Twitch, YouTube. Et je dois le dire, entre ce monde pro qui est extrêmement cadré, très bien organisé, c'est beau, c'est nickel chrome, et moi, il y a un monde qui est comme ça. L'écart, il est immense. Mais voilà, je me dis que au final, une telle émission, ça me montre vers quoi il faut tendre à l'avenir pour toucher peut-être un jour l'excellence. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tatillon. Je me dis, Mika, si un jour tu veux espérer te rapprocher un petit peu de l'excellence de Zach, il faut tendre vers ce modèle-là, un modèle en tout point d'excellence, où tout est bien fait, organisé, avec bienveillance, sympathie et gentillesse. Ça, je le dis, je le répète, ces gens-là qu'on voit à la télé sont des gens extrêmement gentils, ouverts et accueillants. Donc vraiment, merci pour tout, Zach, merci aux chroniqueurs, merci à Yanis, merci à Hugo, Sofiane et aussi à Charlie pour tous ces mots gentils, l'accueil qu'ils m'ont réservé, c'était en tout point royal, une super expérience pour moi, que j'ai vraiment kiffé, malgré, je dois le dire aussi, un petit peu la pression, mais qui est aussi inhérente à toute forme de
de prise de parole en plateau télé pour une première pour moi. Et j'y pense, avant de fermer ce petit point sur ALZ de lundi soir, je voulais vous dire les amis que vous êtes tous des fous, vous êtes des psychopathes, parce que vraiment, j'ai vu tous les messages super gentils, bienveillants à mon égard avant l'émission, pendant et après, ça a été incroyable. J'ai vu des messages qui me disaient « Mika, super, on est content pour toi, t'as été bon, génial. » Franchement, les gars, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Et je pense que vous ne mesurez pas un truc. Là encore, je vous le dis face caméra, c'est un petit peu mes émotions qui sont mises sur la table. Il y a un truc qui est, pour vous, je pense, difficile à mesurer. C'est que moi, dans mon esprit, je ne pèse rien. Je suis un microbe, un tout petit gars qui fait des vidéos humblement, qui parle de foot, de l'OL avec son cœur, pas plus, pas moins. Et quand je vois qu'il y a autant de messages sur Twitter, YouTube, bienveillants, gentils, qui disent à Zach, super, Mikaela, c'est génial, waouh, les gars, c'est à la fois incroyable, mais c'est aussi vraiment gratifiant. Donc merci pour ça, les gones, c'est trop gentil, et je crois que vous ne mesurez pas l'écart de fou qu'il y a entre comment je me perçois et comment vous me percevez. C'est juste fou. Merci pour tout ça, les gones, c'était vraiment très très gentil de mettre autant de messages bienveillants et sympas me concernant. Merci beaucoup encore pour ça. Allez, on enchaîne, on passe au mercato qui se profile très très vite. Les rumeurs sur le mercato estival de l'OL dans le sens évidemment avant tout des départs, contexte financier compliqué oblige. On va être soumis à des rumeurs quasiment tous les jours, j'imagine, sur des départs et évidemment sur nos bons joueurs. Bah oui, parce que c'est pas les mauvais qui partiront en premier comme toujours. On va cibler les plus forts éléments du club, parmi lesquels, rumeur number one, c'est la presse transalpine qui évoque un intérêt de la Roma pour Lucas Perry. Alors, moi, cette rumeur-là, elle me paraît un peu étrange parce que la Roma a un bon gardien, un même très bon gardien. On sait que Lucas Perry a un profil qui est vraiment intéressant, qui, je pense, peut attirer assez facilement un club anglais. Parce que très grand, costaud, puissant, je ne serais pas étonné que d'ici fin août, un club anglais comme Brighton ou autre, peu importe, mette peut-être 20-25 millions. C'est pas déconnant en fait. Mais que la Roma puisse être un candidat crédible, sportivement ça me pose question, et économiquement aussi. J'imagine mal, pour être franc les gones, la Roma mettre environ 20-25 millions sur lui, ça me paraît beaucoup, mais je peux me tromper. Et peut-être que d'ici un mois, il sera romanista, on verra bien. Mais à l'instant T, ça me paraît un petit peu difficile. Seconde information mercato, c'est le dossier Ryan Cherki qui, il l'a dit après le match contre Angers, devrait logiquement quitter l'OL. Après une saison en tout point accomplie, de grande qualité, passeur, buteur, à la fois en Ligue 1 et en Europa League, vraiment du très grand Cherki, qui d'ailleurs, il faut le dire, a été pris enfin Didier Deschamps en sélection avec les Bleus. Et je ne vous cache pas que ça me rend extrêmement heureux, parce que pour différentes raisons. Ryan, sportivement, il le mérite. Il faut être clair, sportivement, il n'y avait aucun obstacle valable à ce qu'il n'aille pas en bleu. Il y est, c'est mérité, tant mieux. Enfin, la logique sportive est respectée. Ça, c'est un point que je voulais d'abord évoquer. Mais deuxièmement, pour l'esprit du jeu, pour le foot, pour la beauté du foot et du sport, dans ce foot qui est de plus en plus, je trouve, robotisé, avec des profils très puissants, verticaux, Ryan, il a un profil qui détonne. Il est tellement différent dans le paysage footballistique français. Il a ce talent qui est rare, qui est quasiment unique en France. Il prend le ballon, il peut créer en un contre un des différences, il peut lever les yeux et trouver sur un demi-espace, là où personne ne le verrait, trouver une passe, un décalage juste. Ça, c'est Ryan. C'est le don de créer par match 1, 2, 3 passes clés. Lui, il a ce talent, il a ce don pour le faire. Et un petit peu égoïstement, il faut bien l'admettre, je me dis que voir une sélection de l'équipe de France avec Michael Olise, Mbappé, Désiré Doué, Cherki, bah oui, je le dis, ça me fait quelque chose. Si j'étais un petit peu grossier, je dirais que ça me fout une demi-molle. Je vais rester poli, donc je dirais que ça me fait un petit peu de l'effet. Voilà, j'ai hâte de le voir, et je pense que Ryan peut insuffler, techniquement au bleu, un vent nouveau avec Désiré Doué, Michael Olise. Franchement, les gones, un quatuor Mbappé, Olise, Cherki, Désiré Doué, moi je paye cher pour le voir en bleu, vraiment. Parenthèse refermée, c'est la passion qui a parlé, l'amour du beau jeu et des beaux joueurs. Donc Ryan serait, selon l'équipe, et Hugo qui le dit dans l'équipe, serait courtisé par des clubs allemands, notamment deux qui ne sont pas déconnants, c'est le cas de Dortmund et du Bayer Leverkusen.
et aussi l'intérêt de Manchester United et potentiellement, selon ce que j'ai pu comprendre, l'intérêt de Manchester City. Alors, pour moi, les Gones, l'Angleterre, c'est, je pense, possible pour lui. Si demain on me dit que United ou City pose 30 millions sur lui, je ne serais pas étonné, évidemment. Mais je pense que pour Ryan, l'intérêt premier serait un club qui serait à mi-chemin entre l'OL et un top 5 européen. Je pense qu'en fait, il lui faudrait un step intermédiaire. Et là, je pense qu'il faudra surveiller attentivement le cas de Leverkusen, qui devrait, en théorie, je dis bien en théorie, perdre Wirtz, qui est dit partant soit à Munich, au Bayern, soit au Real ou à City. Là encore, on verra bien. Mais dans le cas où Wirtz part de Leverkusen, franchement, je pense que Ryan, c'est le profil idoine pour le Bayern. Parce que pour moi, il y a un monde dans lequel Wirtz part, Cherki prend la place, c'est un profil qui est relativement proche de créateurs parmi les meilleurs en Europe actuellement. Et dans ce football allemand qui prône un jeu porté résolument vers l'avant, comme souvent je le dis en vidéo, je pense que Cherki a toutes les cartes pour être un top player, vraiment. Troisième rumeur, c'est le cas de Malik Fofana qui, selon la presse anglaise, serait dans le radar de Liverpool. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Je ne pense pas, parce qu'il a un profil qui est tellement, lui aussi, unique, profil de joueur de rupture qui peut provoquer en 1 contre 1, faire de vraies différences, pied droit, pied gauche, repiqué dans l'axe, excentré, centré, tiré. Malik, il a un profil qui est rare quand même, faut le dire aussi, en tout cas, peut-être pas en quantité, parce qu'il y a plein de profils de percuteurs, mais dans ce profil de joueur intelligent, déroutant, pied droit, pied gauche, il n'y a pas non plus des masses de profils comme lui. Et je ne suis pas étonné que Liverpool fasse de Malik un profil de choix pour remplacer Luis Diaz. Voilà, c'est pas étonnant. Il a 20 ans maintenant, il a montré en Ligue 1 et en Europa League qu'il avait un talent au-dessus de la mêlée, clairement. Et si demain Liverpool vient et met sur la table 50 millions, je pense qu'il partira sans l'ombre d'un doute. Voilà. Dossier à suivre, mais en tout cas, pour moi, c'est pas déconnant. Même si, un petit peu comme Ryan, je pense que pour lui, l'intérêt ultime serait qu'il ait un step intermédiaire entre l'OL et un top 5 européen. Et toutes ces rumeurs, Cherki, Perry, Fofana, il faut aussi les prendre dans le contexte de l'OL, parce que forcément, dans ce contexte où toute l'Europe, tout le monde du foot sait qu'on est pris à la gorge dans le rouge et qu'on a accusé au semestre 1, je le répète, 117 millions d'euros de pertes, il me paraît assez évident que les clubs vont adopter un comportement de vautour pour tenter de baisser le plus possible les prix de vente de l'OL. Ce qui me fait dire que, à mon avis, et je prends très peu de risques en vous disant ça, si demain un club de PL met 30 millions sur la table, Fofana partira, c'est quasiment sûr. Ça, c'est les différentes rumeurs départ. Donc Perry, Cherki, Fofana. Maintenant, place au retour de prêt. Il y en a 4, parmi lesquels Diawara, Mangala, Adrielson et enfin un certain Amin Sarr. Alors les 4 cas pour moi me paraissent compliqués pour différentes raisons et pour tout vous dire, je pense que parmi les 4, je n'en garde aucun. Pour différentes raisons aussi. Le premier, c'est Diawara. Diawara, je pense qu'il a un profil de joueur qui est fort dans la récupération, bloc bas, médian et projection. Maintenant, à l'OL, on le sait, 3 matchs sur 4 que l'on jouera en Ligue 1 l'an prochain, ce seront des matchs qui vont être face à des blocs assez groupés, denses et relativement bas. Est-ce qu'il a un profil qui peut faire une vraie différence en bloc haut pour l'OL? J'ai un gros doute. Je pense qu'il est plus adapté à des équipes qui vont chercher la transition rapide, jouer vite vers l'avant, bloc bas médian. Là, oui, ok, mais pour un bloc haut comme l'OL, et Fonseca qui prend un jeu de position assez important, est-ce qu'il a un profil adapté? J'ai quand même beaucoup de doutes. Donc pour moi, si demain un club dit on le veut pour environ 8-10 millions, ok, ça me va, c'est parti. Second dossier, c'est le cas de Mangala, c'est un cas encore plus épineux que Diawara. Aurel Mangala, lui, c'est vraiment très compliqué à gérer. Il a eu une saison, en tout cas un début de saison à Everton vraiment intéressant, il a été bon, il était un élément central de l'équipe d'Everton. Maintenant, le hic, c'est que il y a eu une grosse blessure, un pépin très grave qui l'a tenu et qui le tiendra loin des terrains durant plusieurs mois. Pour ce motif-là, je pense qu'Everton ne lèvera pas l'option d'achat, malheureusement, donc ça, c'est un poids en plus pour l'OL. Donc je pense qu'il va revenir et, sauf miracle absolu, il sera très 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 dur de le vendre, de l'exfiltrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, le plus probable, c'est que, alors, soit option 1, une offre miraculeuse d'un club qui le veut, pourquoi pas, très bien, ça m'irait très bien. Option 2, il reste à l'OL. Et je pense que pour nous, c'est peut-être l'option qui va être privilégiée. Maintenant, moi j'ai quelques hicks, parmi lesquels les hicks d'un point de vue technique. C'est un très bon footballeur, Mangala,
techniquement très propre, on l'a vu à l'OL sur les quelques matchs qu'il a fait chez nous. Bon footballeur, mais il y a pour moi deux limites. Limite numéro 1, c'est qu'il n'a pas le profil qui est le plus demandé, le plus en besoin côté OL. Il nous faut un numéro 6 qui soit plus dur sur l'homme, qui peut équilibrer l'équipe et assurer en transition attaque-défense l'équilibre précaire de l'OL. Dans le 4-2-3-1 de Fonseca, oui, il pourrait jouer, mais je pense qu'il serait à ses côtés avec quelqu'un qui aurait un profil plus dur, plus défensif, plus équilibrant, plus dans le rapport d'équilibre attaque-défense, et lui plus dans la projection. Donc, s'il reste, il ne résoudra en rien ce problème d'équilibre pour l'OL. Maintenant, j'ai mis une seconde réserve qui est plus liée à son profil de joueur et d'homme, entre guillemets. Je pense que Mangala est un profil de joueur dit accompagnateur. Ce n'est pas un leader, c'est pas lui qui va te changer la face de l'équipe. Autrement dit, on l'a vu à l'OL et aussi en sélection, quand l'OL tourne bien, il est bien, même très très bien. Quand l'OL tourne moins bien, il est nettement moins bien. En fait, il va suivre le mouvement de l'équipe. Mangala est un joueur qui accompagne les autres. Il se calque sur la dynamique de l'équipe. Donc, est-ce qu'on va le garder pour ça ? Moi, ça me paraît cher payé pour ce que c'est. Donc, si par miracle quelqu'un vient et le prend, je dirais très bien, serrons-nous la main et merci pour tout. Le cas suivant, c'est Adrielson. Alors lui, c'est très compliqué aussi. Il est parti en prêt à Anderlecht, un prêt qui n'est pas concluant du tout. Il n'a pas assez joué à mon goût. J'ai vu quelques matchs en Jupiler Pro League, pas convaincant. Il n'a pas su s'imposer dans l'effectif d'Anderlecht. Donc logiquement, Adrielson sera de retour chez nous. Est-ce qu'il jouera? Je ne pense pas. Est-ce qu'on le vendra? Je le pense vraiment, parce que j'imagine très mal le voir faire encore une saison sur le banc comme il l'a fait l'an passé. C'est pas très cohérent. Il a maintenant, je crois, 27 ans, 28 ans. Il faut qu'il joue. Et un peu comme Perry d'ailleurs, il a ce profil de joueurs dans l'effectif qui ont un âge ni jeune ni vieux. Et je pense qu'il voudra dégoter un bon contrat à l'aube de ses 27-28 ans. Et enfin, dernier retour de prêt, c'est le cas d'Amin Sarr. Alors, il revient de l'Hellas Vérone après un énième prêt de la part de l'OL. Ce joueur qu'on a payé tellement cher à l'époque, environ, je crois, 11 millions, et un salaire de ministre à 6 chiffres. Dans mon souvenir, il était à 150 000 euros mensuels. À vérifier, je suis quasiment sûr. Mais voilà, c'est encore une fois un cas assez épineux. Bon, il est valorisé environ 5 millions par l'OL. Je pense que, a priori, on n'aurait pas trop de mal pour le prêter une énième fois. Maintenant, ce qu'il faudrait pour lui et pour nous, pour sa carrière avant tout de joueur, c'est qu'il puisse avoir un club et un contrat stable, voilà, où il pourrait s'intégrer sur du long terme. Et je pense qu'il est quand même grand temps qu'il parte, Amin Sarr. Et pour finir, troisième thème de la vidéo, c'est le volet DNCG. On n'en finit pas, on n'en finit plus avec le gendarme financier du football français. Textor doit trouver de l'argent pour satisfaire la DNCG. Il faut que l'OL fasse preuve de bonne volonté et donc apporte les fonds, les provisions pour passer tranquillement la DNCG. Sans ça, pas d'été tranquille, pas de mercato tranquille, et potentiellement, comme Hugo le dit aussi, des sanctions qui pourraient se répéter, parmi lesquelles, notamment, une masse salariale encadrée ou encore des frais de transfert qui seraient limités. Ça, c'est le risque si l'OL ne satisfait pas les conditions, les exigences de la DNCG. De mon point de vue, je reste le plus factuel possible. Je rappelle qu'au premier semestre, au semestre 1, entre juin 24 et décembre 24, l'OL accuse une perte, un déficit de 117 millions d'euros. Et logiquement, au semestre 2, même si on a un petit peu dégraissé durant l'hiver avec Cacré, Lopez ou Benrahma, logiquement on accusera encore un déficit d'environ plusieurs dizaines de millions d'euros, peut-être 40, 50, 60, ce qui fait qu'au total, si on cumule déficit semestre 1 et semestre 2 entre juin 24 et juin 25, à peu de choses près, on sera dans ce que la DNCG voulait de l'OL, environ 175 millions d'euros. Voilà, on y sera. Donc il faut que l'OL d'ici là mette l'argent sur la table pour satisfaire la demande de la DNCG. Textor l'avait dit d'ailleurs aux supporters à Monaco, il manque environ 50 millions dans les caisses pour combler les pertes liées à la saison 24-25. Et si Textor veut combler ce trou de 175 millions d'euros, il n'y a pas 10 000 solutions. Si vraiment il veut vivre un été paisible et un mercato estival tranquille, la solution, elle est double. Number one, qui me paraît assez évidente, il faut que les actionnaires mettent la main à la pâte et fassent, pourquoi pas, un énième prêt d'actionnaires. C'est possible. Ils peuvent abonder le compte courant d'actionnaires, c'est possible, et donc combler le trou que peut demander la DNCG. Option numéro 1. Option numéro 2, et c'est ce qui se produira quasiment à coup sûr, c'est la vente de joueurs, et pas n'importe lesquels. J'imagine que courant début juin, on va avoir une vente ou deux. Typiquement, si on dit que début juin, Cherki part pour 40 millions,
je ne serais pas étonné, clairement. Début juin, si on me dit que Fofana part pour environ 40 millions, je ne serais pas étonné non plus, ce serait assez logique. Donc j'imagine début juin, 2-3 possibles scénarios. Number one, une très grosse vente à 50 millions, Cherki, Fofana, dans ce cas-là c'est réglé. Option numéro 2, une grosse vente, voire 2 possibles. Pourquoi pas vendre Cherki plus un joueur un peu moins coté, c'est possible aussi. Ou alors imaginez une grosse vente et quelques ventes à côté qui vont apporter le cash demandé par la DNCG. Quoi qu'il en soit, dans les 3 scénarios possibles, il n'y a pour moi pas un monde dans lequel on garde Cherki, c'est sûr, et Fofana, j'ai d'énormes doutes. On perdra l'un, voire les deux. Voilà. Ça, il faut s'y faire, il faut l'intégrer. Et ce constat que je fais là, les Gones, je pense qu'il interroge encore plus loin. Il pose la question du modèle de l'OL. Est-ce qu'on se dirige vers un modèle low cost ? Est-ce que l'OL visera encore l'an prochain ouvertement le top 4 en Ligue 1 ou pas ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, si on fait un calcul simple, si on baisse la masse salariale que l'OL a fait exploser depuis maintenant quasiment 3 saisons, je rappelle qu'au semestre 1, entre juin et décembre 24, l'OL a dépensé 99 millions d'euros de masse salariale sur 6 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 6 mois, quasiment 100 millions d'euros de masse salariale. C'est une dinguerie absolue, plus 25% par rapport à l'an passé. C'est du délire complet. Donc est-ce qu'on va assumer une baisse drastique des salaires ? Est-ce qu'on va se diriger vers un modèle plutôt projet Nice, projet Lille ? Je pense que l'OL prend un tournant qui est décisif, c'est qu'on est en train de modifier le modèle et se tourner de façon quasiment définitive vers un OL plutôt low cost, avec des joueurs payés moins cher, et qu'on va essayer sportivement de valoriser le plus possible. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. Vraie question, vrai débat, et à vous de me dire en commentaire là maintenant votre avis sur le sujet. Sur ce, les Gones, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour du contenu sur le 11 lyonnais à l'OL, toujours plus que jamais, et évidemment. Ciao ciao.